L'horoscope qu'on lit dans les magazines, bon, on oublie un instant. Aujourd'hui, on part pour un voyage, mais pas n'importe lequel, un voyage de 5000 ans. On va creuser pour trouver les vraies origines de l'astrologie. Comment est-ce que cette pratique millénaire a fini par façonner notre regard sur les étoiles? Ok, donc, les signes du zodiaque, les horoscopes qu'on voit partout. On a l'impression que ça a toujours été là, non? Mais la vraie question, c'est d'où est-ce que ça vient au juste? Pour trouver la réponse, accrochez-vous parce qu'on doit remonter loin, très loin, jusqu'au berceau de la civilisation. Et voilà notre première étape, la Mésopotamie. C'est vraiment le point de départ de tout. Imaginez un lieu et une époque où la science, la religion et l'observation des étoiles n'étaient pas séparées, mais fusionnées. C'est là que tout a commencé. Alors là, on voit bien l'échelle de temps, c'est juste immense. Ça commence il y a plus de 5000 ans, avec les Sumériens, qui inventent l'écriture cunéiforme. Et ensuite, pendant des millénaires, on a des empires qui se succèdent, les Akkadiens, les Babyloniens. Le truc qui est super important, c'est que chacun ne rase pas tout pour recommencer. Non, ils absorbent la culture du précédent, ils l'enrichissent. Et ça crée une tradition d'observation du ciel qui va durer, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. Et pour comprendre pourquoi ça a commencé là-bas, il y a cette citation géniale de Cicéron. Il dit, en gros, que les Assyriens vivaient dans d'immenses plaines où, rien ne bloquait la vue du ciel. Le ciel était là, grand ouvert. Et c'est cet environnement, cette géographie si particulière, qui a fait naître ce qu'il a appelé la science de la divination, l'astrologie. Au cœur de tout ça, il y avait ces bâtiments incroyables, les ziggurats. Et là, le truc à bien comprendre, c'est que ce n'était pas juste des temples, pas du tout. C'était en même temps des observatoires pour regarder les étoiles, des centres d'administratifs et même des entrepôts à grains. Pour les Sumériens, il n'y avait pas de séparation entre science et religion. C'était la même chose. Observer le ciel, c'était un devoir sacré, oui, mais c'était aussi super pratique. Et attention, quand on dit observer le ciel, on ne parle pas de vagues estimations. Regardez ce chiffre. Au IVe siècle avant notre ère, un astronome du nom de Kidinu calcule la durée d'un mois lunaire. Et il trouve ça. Ce qui est dingue, c'est que son calcul est à quelques fractions de seconde de ce qu'on mesure aujourd'hui avec nos instruments modernes. C'est juste hallucinant pour l'époque. Alors, tout ce savoir babylonien, il ne va pas disparaître, bien au contraire, il va voyager et il va atterrir en Grèce. Et là, c'est une vraie révolution. Les Grecs vont prendre ces données brutes et les transformer complètement. On ne se demande plus seulement quoi, on commence à se demander pourquoi. Et ce changement de perspective, il est vraiment radical. D'un côté, on a les Babyloniens, très pragmatiques. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Ils regardent et ils en tirent des présages pour le roi, pour le royaume. De l'autre côté, les Grecs arrivent et posent une question totalement différente. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Quel est le système derrière tout ça? Ils ne cherchent plus des présages, ils cherchent un ordre, une harmonie dans l'univers. Et cette recherche du pourquoi, elle est portée par des géants de la pensée. On a Pythagore qui est obsédé par l'idée que l'univers est une sorte de grande symphonie mathématique. Platon et Aristote reprennent le flambeau. Aristote va même jusqu'à dire que tout ce qui se passe sur Terre dépend directement du mouvement des sphères célestes. Et puis, il y a la pièce maîtresse, le chaînon manquant, un type qui s'appelle Béros. C'est un prêtre babylonien qui va tout simplement livrer tout le savoir de Mésopotamie sur un plateau d'argent au monde grec. Allez, on continue notre voyage. On quitte la Grèce pour Rome. Et c'est là que les choses deviennent très concrètes. Les Romains, ils sont pragmatiques. Ils vont prendre les grandes théories des Grecs et les transformer en un outil que tout le monde connaît aujourd'hui, l'horoscope personnel. Alors, comment on fabrique un horoscope à la romaine? C'est un peu comme une recette de cuisine en fait. Prenez les 12 signes du zodiaque. Ajoutez-y 12 maisons qui représentent des domaines de la vie, le travail, l'amour, etc. Ensuite, vous regardez où se trouvent les 7 planètes qu'on connaissait à l'époque. Et pour finir, vous analysez les angles formés entre ces planètes, ce qu'on appelle les aspects. On mélange le tout et hop, on obtient le thème astral d'une personne. Oui, parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Pour eux, il n'y avait que 7 corps célestes qui bougeaient dans le ciel par rapport aux étoiles fixes. C'est pour ça qu'on les appelait les astres errants. On a donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et dans leur système, chaque planète gouvernait un ou plusieurs signes du zodiaque. Ce modèle, il a tenu bon pendant plus de 1500 ans. C'était la base de tout. Bon, on a l'observation, la philosophie, le système, on pourrait croire que l'histoire est finie. Mais non, il manque un dernier ingrédient, et pas des moindres. Il nous vient d'Égypte et il va rajouter une couche de mystère, une dimension spirituelle à tout ça.
Alors, avant toute chose, il faut qu'on torde le cou à une idée reçue. On a tous en tête le fameux zodiaque de Dendera et on se dit « Ah, l'astrologie vient des pharaons ». Eh bien, non. En fait, ce zodiaque date de l'époque romaine. Ce qui s'est passé, c'est que l'astrologie grecque a été importée en Égypte. C'est dans ce sens-là que ça s'est fait et pas l'inverse. Alors, qu'est-ce que l'Égypte apporte de si spécial? C'est une idée centrale, une idée qui va tout changer, le principe du microcosme et du macrocosme. C'est une idée à la fois toute simple et vertigineuse. Ça veut dire que l'être humain, le petit monde, est en fait un reflet miniature de l'univers, le grand monde. Et cette idée, elle est résumée dans une phrase devenue mythique tirée de la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est plus qu'une jolie phrase. C'est le fondement d'une vision du monde où il n'y a pas de séparation entre nous et le cosmos. Tout est lié, tout se répond en miroir. Ok, récapitulons. On a les observations ultra précises des Babyloniens, on a la philosophie des Grecs qui cherche le pourquoi, on a le système pratique des Romains et on a la touche mystique des Égyptiens. On a toutes les pièces du puzzle, il ne manque plus qu'une seule chose, quelqu'un pour assembler tout ça. Et cet architecte, le voilà, Claude Ptolémée. Au IIe siècle de notre ère, cet astronome qui vivait en Égypte va faire un truc de fou. Il va prendre ces 4000 ans de savoir babylonien, grec, égyptien, et il va tout compiler, tout organiser, tout synthétiser dans des livres. Et ces livres, ça va devenir la référence, la Bible de l'astrologie pour les 1500 ans qui suivent. Rien que ça. Et voilà, le voyage s'achève ici. De la Mésopotamie jusqu'à Ptolémée, en passant par la Grèce et Rome, on a vu comment toutes les pièces se sont assemblées. Ça laisse quand même une question en suspens, non ? Après un périple de 5000 ans à travers les empires et les philosophies, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on continue de lever la tête vers les étoiles pour y chercher les réponses ?